Je m'appelle Amélie Barrault, j'ai 60 ans, et je vais raconter comment l'humiliation infligée à mon fils s'est transformée en justice. Tout a commencé le matin où j'ai entendu une phrase qui résonne encore dans ma tête comme une gifle. C'est le seul truc que cet idiot sait faire. Cette voix, cette insolence, cette cruauté, je ne les oublierai jamais. Ce matin-là, Vincent vivait son premier jour au sein du groupe Ochoa Industries, à La Défense. Dans notre petit appartement de Montreuil, où il avait toujours vécu avec moi avant son mariage, je le regardais ajuster sa cravate, le visage éclairé par l'enthousiasme. Diplômé en gestion, travailleur, idéaliste, il rêvait de bâtir une carrière solide. Je me sentais fière, mais une inquiétude sourde me mordait le cœur. Les intuitions maternelles ne s'expliquent pas, elles s'imposent. Après son départ, je tentais de m'occuper l'esprit, mais rien n'y fit. Je rangeais sans raison, marchais dans l'appartement, regardais l'heure toutes les 2 minutes. Un malaise grandissait, et finalement je décidai de partir pour La Défense sans prévenir Vincent. En entrant dans le hall immense de l'entreprise, je fus frappé par l'atmosphère glaciale. La réceptionniste me salua d'un sourire professionnel. Lorsque je demandai où se trouvait Vincent Barrault, elle baissa les yeux vers un registre puis répondit d'une voix neutre qu'il se trouvait au service maintenance, au 4e étage. Mon estomac se serra. Comment un jeune diplômé se retrouvait-il là? Je montais l'escalier, chaque marche renforçant ma crainte. Le couloir du 4e étage sentait le désinfectant. Je suivis les panneaux jusqu'à une porte blanche portant la mention « Maintenance ». Je respirai profondément, puis poussai la porte. La scène me transperça. Dans les toilettes du personnel, éclairées d'une lumière crue, Vincent était à genoux, ganté, en train de frotter le pied d'un lavabo. Son visage était tendu, ses yeux lourds de honte. Il leva la tête et en me voyant, ses lèvres tremblèrent. Une larme roula sur sa joue. Derrière lui se tenait Romain Ochoa, costume de luxe, sourire méprisant, accompagné de 2 cadres amusés. Il pointa du doigt mon fils et lança, fort, pour m'atteindre autant que lui, « C'est le seul truc que cet idiot sait faire ». Les rires fusèrent. À côté de lui, Marianne, l'épouse de Vincent, observait la scène avec un sourire discret, complice. Pas un geste pour défendre son mari. Pas un mot. Vincent tenta de se lever, mais son humiliation était trop lourde. Nos regards se croisèrent, chargés de douleur. Mon instinct hurlait de défendre mon fils, de frapper cet homme qui cherchait à l'écraser. Mais je restais silencieuse. Je redressai la tête, contournai lentement Romain sans même lui accorder un regard et quittai les lieux. Dans ma voiture, les mains tremblantes, je composais un numéro que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Maître Durand, ici Amélie Barrault. J'ai besoin que vous enquêtiez discrètement sur le groupe Ochoa Industries. Je veux tout savoir. Ce jour-là, j'ai pris une décision simple. Personne n'humilie mon fils. Personne. Avant de poursuivre, je vous invite à vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne et à nous dire en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Vincent est né un soir de pluie dans un hôpital de Paris. Je me souviens encore du bruit des gouttes contre la vitre, du néon blafard au-dessus de mon lit et du silence qui s'est installé dans ma poitrine quand j'ai tenu mon fils pour la première fois. Ernest, son père, était là cette nuit-là, maladroit, ému, un peu perdu. 3 années plus tard, il avait disparu. Un matin, j'ai trouvé une lettre posée sur la table de la cuisine. Quelques lignes écrites à la hâte. Il disait qu'il n'en pouvait plus, qu'il ne se sentait pas capable d'être père, qu'il partait. Aucune explication supplémentaire, aucune adresse, aucune intention de revenir. Je me suis retrouvée seule avec un petit garçon qui me regardait avec confiance. Je lui ai promis que jamais je ne partirais. Et j'ai tenu cette promesse. À 25 ans, sans diplôme supérieur, j'ai pris un petit appartement à Montreuil. 2 pièces, murs fins, chauffage capricieux, mais c'était notre refuge. Je me levais tôt, j'attrapais le RER pour Paris et je travaillais comme secrétaire dans un cabinet comptable. Plus tard, j'ai obtenu un poste d'assistante de gestion dans un cabinet d'expertise comptable réputé où j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir responsable administrative. Je faisais des heures supplémentaires, je rentrais épuisée, mais je veillais toujours à ce que Vincent ressente du calme, de la sécurité et beaucoup d'amour. Son enfance fut studieuse.
Dès la maternelle, les professeurs disaient qu'il avait une concentration rare et une curiosité vive. À chaque réunion, j'entendais presque la même phrase. « Votre fils ira loin, Madame Barrault ». Quand il me montrait ses cahiers soigneusement tenus, je sentais une fierté qui effaçait chaque nuit trop courte et chaque trajet trop long dans les transports. L'adolescence n'a pas changé son sérieux. Il voulait comprendre le monde, les entreprises, la manière dont les décisions se prenaient. Quand il a annoncé qu'il voulait étudier la gestion dans une grande école de commerce, j'ai senti mon ventre se serrer. Le coût des études dépassait tout ce que je pouvais imaginer. Pourtant, j'ai vendu ma petite voiture, pris un prêt, renoncé à toute dépense inutile. Nous avons vécu très simplement, mais Vincent ne devait pas porter le poids de mes inquiétudes. Il méritait un avenir digne. Il a réussi brillamment. Ses notes étaient excellentes. Ses professeurs l'appréciaient. Il a trouvé des stages rapidement et, en deuxième année, il a été recruté comme junior dans un cabinet de conseil parisien. Quand il a reçu son premier bonus, il m'a invité à dîner. Un petit bistrot du 11e arrondissement, chaleureux, plein de lumière jaune et de rire. Il a insisté pour payer. J'ai regardé cet homme que j'avais élevé seul, assis en face de moi, costume modeste mais port altier, et j'ai compris que tous les sacrifices prenaient sens. C'est pendant une conférence professionnelle à Paris qu'il a rencontré Marianne. Je me souviens du regard lumineux qu'il avait ce jour-là. Elle travaillait dans le service des ressources humaines de son père, Romain Ochoa, un industriel réputé, habitué aux milieux d'affaires les plus fermés de la capitale. La famille vivait dans une grande maison de Neuilly, avec jardin entretenu et façade immaculée. Tout en eux respirait la réussite bourgeoise. Vincent m'a présenté Marianne quelques semaines plus tard. Elle est arrivée chez moi avec un bouquet de fleurs et des manières impeccables. Toujours souriante, polie, gentille, mais j'ai senti une distance étrange, comme un mur invisible entre son monde et le mien. Elle observait chaque détail de mon appartement modeste, pas par méchanceté, plutôt par habitude de vivre ailleurs, dans un milieu où l'argent donne confiance et où le confort est une évidence. Lorsque le mariage a été annoncé, j'ai essayé d'être heureuse pour mon fils. La cérémonie a eu lieu dans le jardin d'une immense propriété à Versailles. Les invités semblaient tous sortis du même moule, élégants, sûrs d'eux, convaincus d'appartenir à un cercle supérieur. Les serveurs circulaient avec des plateaux de champagne. Le traiteur proposait des plats que je ne savais même pas prononcer. C'est ce jour-là que j'ai rencontré Romain et Gabriel Ochoa. Lui m'a serré la main avec un sourire qui n'en était pas un. « Votre fils est brillant, Madame Barrault. Nous sommes ravis de l'accueillir dans notre famille. » Le ton poli cachait un jugement silencieux. Gabriel, dans son tailleur beige parfaitement ajusté, m'a salué comme on salue une connaissance lointaine, sans chaleur. Leur monde ne m'intimidait pas, mais je sentais que je n'y aurais jamais ma place. Quand Vincent a dit oui à Marianne, j'ai applaudi, j'ai souri, j'ai fait de mon mieux pour ne pas laisser paraître la petite douleur dans ma poitrine, celle qui me disait que quelque chose n'était pas à sa place, que les fondations de ce mariage reposaient sur une différence de milieu que Marianne n'assumerait jamais vraiment. J'étais fière de mon fils, profondément fière, mais un courant froid traversait mon cœur, annonçant peut-être ce que je refusais encore de voir. La fête brillait, les invités riaient, la musique jouait, mais sous tout cela, une ombre discrète se posait déjà sur l'avenir de Vincent. Une ombre que je reconnaîtrais seulement beaucoup plus tard. Après le mariage, Vincent et Marianne s'installèrent dans un appartement moderne à Boulogne. Une partie du loyer était réglée par la famille Ochoa, ce qui gênait Vincent mais semblait parfaitement normal à Marianne. Mon fils travaillait alors dans une entreprise de logistique à Paris, gagnant honnêtement sa vie. Il aimait cette progression méritée. Peu à peu, les pressions commencèrent. Lors des dîners familiaux, Romain et Gabriel glissaient des remarques calculées. « Tu devrais rejoindre l'entreprise de mon père », disait Marianne. « Tu aurais une vraie carrière », ajoutait Gabriel. Romain, lui, parlait d'opportunités, de postes à responsabilité, de croissance rapide. Vincent hésitait. Il voulait faire son chemin seul. Mais la perspective de grandir plus vite l'attirait malgré lui. Lorsque mon fils m'en parla, je lui répondis avec prudence. Je percevais une ombre derrière ses propositions brillantes, mais je ne voulais pas étouffer son espoir. Finalement,
Romain lui proposa un poste au titre flatteur. Responsable du développement opérationnel. L'intitulé donnait l'illusion de prestige, mais la phrase suivante dévoilait le piège. Il faudra commencer par la base, sur le terrain. Marianne applaudit, convaincue qu'il s'agissait d'un passage normal. Vincent accepta. Le premier matin, il se présenta en costume, persuadé de débuter un programme d'intégration. À son arrivée, un contremaître l'accompagna dans un couloir où les parfums de détergent dominaient. Quelques minutes plus tard, on lui remit des gants de ménage. « Les toilettes doivent être faites avant la pause », ordonna-t-on. L'humiliation commença ainsi. Pendant ce temps, une inquiétude croissante me rongeait. Cette impression que quelque chose m'échappait devint insupportable. Je pris rendez-vous avec Maître Durand dans son bureau du boulevard Haussmann. Je lui demandai d'examiner la santé financière du groupe Ochoa Industries. Les résultats furent accablants. Emprunts bancaires lourds, usines presque désertées dans le nord et l'est de la France, retard de paiement, fournisseurs mécontents, train de vie personnel disproportionné. L'entreprise était au bord du dépôt de bilan. Maître Durand m'expliqua également que le traitement infligé à Vincent constituait un cas flagrant de harcèlement moral au travail, passible de poursuites pénales. Mais je savais que Vincent ne voudrait jamais porter plainte. Il avait trop peur de perdre Marianne, trop honte d'admettre publiquement ce qu'il subissait, et trop d'espoir que les choses finiraient par s'arranger. Je décidai donc d'agir autrement. À mesure que je découvrais l'étendue du désastre, une résolution se formait en moi. J'avais des économies construites sur des décennies de sacrifices. Un livret A, une assurance vie, un PEA, un petit appartement locatif hérité d'un oncle sans enfant. Mais cela ne suffirait jamais pour racheter une entreprise industrielle. Maître Durand, cependant, avait une solution. Il connaissait un groupe d'investisseurs privés, des hommes d'affaires discrets qui cherchèrent des opportunités de redressement. Lorsqu'il leur présenta le dossier Ochoa, avec ses actifs sous-évalués et son potentiel de restructuration, ils acceptèrent de participer au montage financier. Je serais l'actionnaire majoritaire grâce à mes fonds propres, et eux apportèrent le complément nécessaire en échange de parts minoritaires. Avec Maître Durand, nous créâmes une société écran, une SAS nommée Groupe Investissement du Val-de-Loire. Nous préparâmes un plan de rachat complet, juridiquement irréprochable, conçu pour prendre le contrôle avant que l'entreprise ne s'effondre. Ils croyaient que j'étais juste une petite mère de banlieue. Ils n'avaient aucune idée de ce dont j'étais capable. Pendant que Maître Durand finalisait toutes les démarches, Vincent s'enfonçait dans une spirale de découragement. Pendant plusieurs semaines, il fut assigné à des tâches de nettoyage dans les vestiaires et les toilettes. Son salaire était dérisoire. Lorsqu'il exprimait sa détresse, Marianne répondait qu'il était trop fier, que cela lui ferait du bien, qu'il devait apprendre l'humilité. La scène qui brisa définitivement son courage eut lieu lors d'une visite de clients allemands. Romain voulait impressionner ses partenaires potentiels. Il les guida à travers les bureaux, multipliant les discours grandiloquents. Puis il ouvrit la porte des toilettes privées de la direction. Là, à genoux, en train de nettoyer le sol, se trouvait Vincent. Un des clients resta figé. L'atmosphère se tendit. Romain éclata de rire. « Voici mon gendre. C'est le seul truc que cet idiot sait faire. » Les cadres autour de lui sourirent. Marianne détourna les yeux, comme si elle ne connaissait pas l'homme humilié devant elle. Vincent se releva lentement. « Je veux partir, » dit-il d'une voix blanche. « Immédiatement. » Romain, trop heureux de se débarrasser de lui, accepta une rupture conventionnelle avec une indemnité minimale, juste pour en finir rapidement. Vincent signa les documents et quitta les lieux le jour même. Le soir même, une dispute éclata entre lui et Marianne. Elle minimisait tout, l'accusait de manquer d'ambition. Il fit ses valises et revint vivre chez moi. Pendant qu'il tentait de reprendre souffle, Maître Durand compléta le rachat. Les banques françaises pressaient Romain de rembourser des dettes colossales. La lettre d'intention envoyée via notre société écran attira immédiatement son attention. Il croyait voir arriver une solution miracle. La rencontre fut organisée dans un hôtel professionnel près de la Défense. Les investisseurs, mandatés par Maître Durand, jouèrent leur rôle avec précision. La négociation fut féroce. Acculé, Romain finit par accepter les 26 millions d'euros proposés.
C'est alors que Maître Durand annonça « Notre investisseur principal va se présenter ». Il ouvrit la porte. J'entrai. Romain pâlit. « Qu'est-ce que cette femme fait ici ?»« Cette femme rachète votre entreprise, » répondis-je calmement. Il tenta de protester, mais tout était légal. Les documents étaient signés. Il n'avait plus aucun pouvoir. Lorsqu'il demanda à conserver un poste de direction, je répondis « Non. En revanche, il reste peut-être un poste en maintenance. À nettoyer des toilettes, cela vous irait ?» Sa défaite fut silencieuse. Ce jour-là, je n'ai pas seulement acheté une entreprise, j'ai repris la dignité de mon fils. Lorsque j'ai annoncé à Vincent que j'avais racheté l'entreprise et que je voulais qu'il en devienne le directeur général, il m'a regardé comme si le sol venait de disparaître sous ses pieds. Sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun son n'est sorti. Ses yeux brillaient, non pas de triomphe, mais d'un mélange de peur, d'incrédulité et d'une émotion si profonde que j'ai senti mon cœur se contracter. « Maman, je ne peux pas. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas assez. » Je lui ai pris les mains. « Tu es assez. Tu l'as toujours été. C'est le monde autour de toi qui a essayé de te faire croire le contraire. Maintenant, tu vas prendre ta place, la place que tu mérites, et je serai là, à chaque étape. » Il a secoué la tête, submergé, puis s'est effondré contre moi comme lorsqu'il était enfant. « J'ai peur, maman. » Avoir peur ne t'empêchera pas d'avancer. Tu as survécu à la pire humiliation. Maintenant, il est temps de transformer cette blessure en force. 2 semaines plus tard, nous étions dans le cabinet de Maître Durand pour la signature officielle de la cession. Les fonds avaient été transférés depuis mes assurances-vie, mon livret A, mon PEA chargé d'années de patience et la vente d'un petit appartement locatif que j'avais acheté il y a longtemps. Rien n'était laissé au hasard. La nouvelle structure juridique avait été créée, un conseil d'administration constitué et Vincent nommé officiellement directeur général par décision inscrite au registre du commerce. Je me souviens encore du moment où il a signé son premier document en tant que dirigeant. Sa main tremblait légèrement, mais son regard était clair. « Je vais faire de mon mieux, maman. » Je n'en ai jamais douté. Lorsque nous sommes arrivés à l'ancienne siège de groupe Ochoa Industries, à La Défense, l'air semblait différent, comme si les murs eux-mêmes attendaient de respirer enfin. La plaque avait déjà été retirée. Dans quelques semaines, une nouvelle serait installée, Industrie Barreau. Nous avions convoqué tous les employés dans la grande salle de conférence. 120 visages, certains anxieux, certains curieux, beaucoup fatigués. Je suis monté sur l'estrade, Vincent à mes côtés. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Amélie Barreau, la nouvelle propriétaire de cette entreprise. Je sais que les derniers mois ont été difficiles. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous ont travaillé sans compter vos heures, sans recevoir la reconnaissance que vous méritez. Je veux que vous entendiez ceci très clairement. Vos emplois sont maintenus. Vos salaires seront régularisés. Et à partir d'aujourd'hui, le respect sera la règle, pas l'exception. Des murmures parcoururent la salle, des épaules se détendirent, des regards s'illuminèrent. Puis, Vincent fit un pas en avant. Je le vis respirer profondément. Certains d'entre vous m'ont vu nettoyer les toilettes ici. Certains ont même dû détourner le regard pour ne pas être mêlés à des conflits qui ne vous concernaient pas. Je ne vous en veux pas. Nous faisons tous ce que nous pouvons pour survivre. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu dans ces couloirs. Et c'est précisément pour cela que je m'engage à diriger cette entreprise avec dignité. Personne ici ne sera humilié. Personne ne sera écrasé. Nous allons reconstruire ensemble, comme une équipe. Le silence qui suivit fut dense, puis les applaudissements éclatèrent, sincères, puissants. Certains employés vinrent lui serrer la main à la fin. Un technicien lui dit « Je vous ai vu ce jour-là. J'ai eu honte, pas de vous, mais de ce qu'on vous faisait subir. Aujourd'hui, je suis fier d'être là. » Vincent en eut les larmes aux yeux. Pendant que nous avancions, la vie de la famille Ochoa s'effondrait. La maison de Neuilly fut saisie par la banque. Gabriel demanda le divorce, exaspéré par les dettes et les mensonges de Romain. Marianne, quant à elle, tenta de revenir vers Vincent.
Elle l'attendit un soir devant mon immeuble, vêtue de son manteau le plus cher, les yeux pleins de fausses contritions. « Vincent, écoute-moi. On peut tout reconstruire. Tu as changé. Tu es quelqu'un maintenant. Nous pouvons être forts ensemble. » Il la regarda calmement. « Je suis quelqu'un depuis longtemps, Marianne. Tu n'as simplement jamais voulu le voir. Je veux divorcer. Et rien ne me fera changer d'avis. » Elle partit en larmes, mais son chantage sentimental n'avait plus de prise. La dignité avait repris sa place. Romain, dans un dernier sursaut d'orgueil, tenta de nous poursuivre devant le tribunal de commerce et même au prud'homme. Il accusait fraude, manipulation, complot. Les juges rejetèrent tout en bloc. Les pièces étaient limpides, la vente irréprochable. Il fut condamné à payer les frais de procédure, une somme qu'il n'avait même plus les moyens d'assumer. Pendant ce temps, Vincent restructurait l'entreprise. Il renégociait des contrats avec des fournisseurs du nord et de l'est de la France, mettait en place une nouvelle politique de ressources humaines, rétablissait un climat de respect. Peu à peu, Industrie Barreau reprenait vie. Il avait tout perdu. Nous commencions enfin à vivre. 5 ans ont passé. Parfois, lorsque je marche dans les couloirs lumineux d'Industrie Barreau, je peine à croire que tout cela est né d'un moment de douleur, d'un instant où j'ai vu mon fils à genoux dans des toilettes qui n'auraient jamais dû être son terrain d'apprentissage. Aujourd'hui, l'entreprise possède 2 nouvelles usines, l'une en Normandie et l'autre dans les Hauts-de-France. Les contrats internationaux se sont multipliés et les équipes travaillent dans une ambiance humaine où chacun se sent respecté. Je suis officiellement retraité depuis 2 ans, mais les salariés m'appellent affectueusement la mère fondatrice. J'aime cette idée. J'aime traverser les ateliers, m'arrêter pour discuter avec les employés, sentir que cet endroit a retrouvé une âme, une dignité. Vincent y veille chaque jour avec une détermination calme, loin de l'arrogance froide qui régnait autrefois. La vie privée de mon fils a changé, elle aussi. Il a rencontré Diane, une jeune architecte issue d'une famille simple, chaleureuse, bien différente du milieu dans lequel il s'était autrefois perdu. Je me souviens de leur mariage, un après-midi doux de début d'été dans un village de Bourgogne. Les chaises en bois, les nappes blanches, la guitare d'un ami et surtout leurs regards. 2 regards qui disaient la même chose. Cette fois, c'est vrai, c'est solide, c'est humain. Aujourd'hui, ils attendent leur premier enfant, mon premier petit enfant. Rien que d'y penser, j'ai le cœur qui se gonfle. Lorsque Diane a posé sa main sur son ventre pour m'annoncer la nouvelle, j'ai senti une chaleur me traverser. Une gratitude immense pour cette seconde chance que la vie offrait à Vincent. Et pourtant, même au milieu de tout ce bonheur, le passé refait parfois surface sous la forme d'une silhouette que je croise ici ou là. Romain. Le grand Romain Ochoa, autrefois si certain d'être intouchable, se déplace aujourd'hui lentement, un peu voûté, les cheveux grisonnés, le regard perdu. Il vit dans un petit appartement de la périphérie parisienne et travaille comme consultant indépendant, payé au lance-pierre. Je le croise parfois au supermarché, parfois en sortant de la poste, parfois dans un café où je lis tranquillement. Il baisse souvent les yeux, comme s'il voulait disparaître dans le décor. Mais un jour, il est venu vers moi. J'étais assise en terrasse, un thé fumant devant moi. Il s'est arrêté, hésitant, puis il a dit d'une voix faible « Amélie, est-ce que je peux m'asseoir ?» J'ai hoché la tête. Il s'est assis lentement, comme si chaque geste lui coûtait un effort. « Je voulais vous dire que je suis désolée, pour tout. Pour ce que j'ai fait à Vincent, pour ce que je vous ai fait. Je pensais être fort, je n'étais que vide. Je l'ai écouté, juste écouté. Parce que parfois, la dignité n'est pas de frapper plus fort, mais de savoir rester droite quand l'autre s'effondre. Je n'ai pas cherché à l'humilier, je n'ai pas rappelé chaque blessure. À quoi bon? Le temps avait déjà rendu sa justice, une justice silencieuse, mais implacable. Quand il est parti, j'ai senti une paix profonde. Non pas parce que je lui pardonnais tout, mais parce que sa chute n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Et surtout, parce que Vincent, lui, avait reconstruit sa vie loin du regard de cet homme. Aujourd'hui, lorsque je regarde mon fils assis dans son bureau lumineux, entouré de gens qui croient en lui, je comprends que le vrai pouvoir n'est jamais celui que l'on arrache.
le vrai héritage n'est pas fait d'usines, de contrats, ni même de millions. Il est fait de dignité, de courage, de la capacité à se relever encore et encore, même quand on vous a mis à terre. Mon héritage à Vincent n'est pas une entreprise, c'est une preuve. Une preuve que personne n'a le droit de briser un être humain. Que l'amour d'une mère peut changer le cours d'une histoire. Que le respect n'est pas un cadeau, mais une exigence. Et à vous qui m'écoutez, à vous qui m'accompagnez depuis le début de cette histoire, je veux dire ceci. Protégez vos enfants. Pas en les enfermant, pas en les épargnant de tout, mais en leur montrant qu'ils valent quelque chose, qu'ils ont le droit de se tenir fiers, qu'ils méritent d'être traités avec respect. Ce n'est pas de la victimisation, c'est de la force. Je suis Amélie Barraud. J'ai 60 ans passés, un fils debout, une entreprise renaissante et bientôt un petit enfant dans les bras. Et finalement, après tant de luttes, je sais une chose. La seule puissance qui compte vraiment, c'est celle de rester fidèle à ce que l'on est. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.